France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire. En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Et aujourd'hui, le pétainisme, idéologie ou état d'esprit ? Le capitalisme international et le socialisme international font partie de l'avant-guerre. Nous ne souffrirons plus leur ténébreuse alliance. Nous supprimerons dans un ordre nouveau des dissensions dans la cité. Je vous disais un soir que la présence du maréchal avait ceci d'avantageux, qu'il s'était chargé de la politique générale de la France, de telle sorte que nous avions maintenant des loisirs pour travailler à faire une meilleure patrie. Je crois que Vichy a fait ce qu'il pouvait pour défendre les Français contre un horrible malheur. Je veux pouvoir critiquer mai 68 sans... Julian Jackson, le grand historien anglais spécialiste de la Seconde Guerre mondiale en France, est avec nous aujourd'hui. Il est membre de la British Academy et de la Royal Historical Society, professeur d'histoire à la Queen Mary University de Londres et biographe de De Gaulle. Il a sorti en janvier dernier une somme sur le procès Pétain au Seuil. Il était venu d'ailleurs nous en parler à la matinale de France Inter, mais nous le recevons pour un tout autre aspect de l'histoire de la collaboration, le pétainisme, l'idéologie. Que reste-t-il de cette façon de voir la France, son histoire, son identité et les rapports sociaux qui étaient en vigueur sous l'occupation pendant le régime de Vichy, sous l'Empire, de ce qu'il était convenu d'appeler non plus la République, mais l'État français. Avec Julian Jackson et les archives de Franck Olivard, le tout mis en onde par Christophe Imbert, notre réalisateur, nous tenterons donc d'abord de définir les contours idéologiques du pétainisme. Julian Jackson, le pétainisme, le isme du pétainisme, ce suffixe qui suggère que c'est une idée politique, il recouvre quoi exactement ? Avant la guerre, le maréchal Pétain était connu, c'était un acteur de la vie politique un peu lointain, mais toujours présent quand même. Oui, avant la guerre, Pétain était le grand héros français déjà avant 40. En fait, c'est à cause de ça qu'il est surgi en 40, parce que les gens attendaient un sauveur. Mais on ne peut pas dire que pendant l'entre-deux-guerres, Pétain avait une idéologie structurée. C'était pas un intellectuel, c'était pas comme De Gaulle, quelqu'un qui pensait aux grandes questions, aux grands débats. Pétain était, dans l'entre-deux-guerres, un grand héros militaire qui, à force de devenir un personnage mythique, commence à croire à son mythe. C'est-à-dire, il commence à croire qu'il est vraiment le sauveur potentiel. Il commence à faire des discours, parce qu'on l'appelait pour ouvrir... les commémorations, voilà. Oui, exactement. Il faisait passer son temps pour les inaugurations des monuments morts, des écoles, n'importe quoi, en fait. Donc, et il commençait à donner ses idées sur l'école, sur la famille, sur la morale. Mais il faut dire que ce sont des idées conservatrices, mais pas très intéressantes. Très générales. Très générales, oui. Je dirais des banalités. Si on prend l'idéologue de l'entre-deux-guerres, c'est Charles Maurras, de l'Action française. Et Maurras avait vraiment une idéologie très structurée, de le nationalisme intégral. Ça, c'était son idée. Et même si Pétain commençait à avoir quelques contacts dans ses cercles, il n'était pas un penseur. Il était plus patriote que nationaliste, on dirait, non ? C'est moins idéologique que patriote. Oui, peut-être. Parce que pour moi, ce qui arrive déjà dans l'entre-deux-guerres, et puis même plus en 40, les gens projetaient sur lui ce qu'ils voulaient qu'il soit. Laval a dit, avant 40, que Pétain serait un beau dessus de cheminée. Ça serait ma statue sur un socle. Mais Laval voulait le diriger, si vous voulez. Donc, pour beaucoup de gens, c'était l'homme qu'on pourrait utiliser. Mais je ne pense pas qu'il y avait une pensée structurée. Mais vous avez parlé de patriotisme. Si je devais caricaturiser ce qui deviendra le pétainisme sous Vichy, c'est le
pacifisme patriotique ou le patriotisme pacifique. C'était le chef qui pensait vraiment à la vie de ses soldats. Il avait acquis pendant la guerre de 14 cette aura du général qui à la fois a permis la victoire, mais qui n'a pas permis la victoire en sacrifiant, en jouant avec ses soldats comme on joue avec des pions qu'on sacrifiait, ça c'est Nivelle, mais pendant l'entre-deux-guerres, pour rester encore une seconde sur l'entre-deux-guerres, beaucoup de mouvements ont essayé de le récupérer, de récupérer l'homme, de récupérer la statue pour la poser sur leur propre cheminée. Oui, il y avait un pamphlet de quelqu'un qui avait commencé à gauche et qui vire vers la droite, qui s'appelle Gustave Hervé, qui s'appelait « C'est Pétain qu'il nous faut ». C'était un pamphlet en 1935, c'est un moment où il y avait beaucoup de mécontentement contre le Parlement, contre les institutions de la République, et donc il écrit « C'est Pétain qu'il nous faut, Pétain qui va nous sauver, ça va être le chef ». On parle beaucoup du chef dans les parce qu'il était aussi apprécié par les Républicains et par une partie de la gauche, il était respecté. Il n'était pas vu comme un militaire de droite. Il y avait par exemple le maréchal Foch qui est mort en 29. Le maréchal Foch était vraiment identifié à droite. Il était très catholique, très conservateur. Weygand était vu également comme très catholique, monarchiste. Pétain avait la réputation de ne pas être comme ça. Et en fait, je pense que pour être vu comme un républicain dans ces cercles, en fait, ça voulait dire qu'on n'était pas forcément anti-républicain. Donc je dirais qu'il était républicain parce que la France était républicain. Il n'y avait pas un fond très républicain. C'était un républicain déjà de droite, mais il avait cette réputation. Un exemple, c'est que quand il a été nommé ambassadeur français en Espagne, après la fin de la guerre d'Espagne, le gouvernement français de Daladier voulait montrer, parce qu'il fallait maintenant établir des relations avec l'Espagne, donc on envoyait à l'Espagne le plus grand héros français pour représenter la France, et c'était Pétain. Et Léon Blum a dit que c'était honteux d'envoyer l'autre maréchal le plus respecté, le plus républicain à ce nouveau régime, entre guillemets, fasciste. Mais c'est justement le flou de ces idées. Mais il l'entretenait, ce flou ? Il l'entretenait, ce flou, pour pouvoir rester le général le plus populaire ? Ou c'était simplement, il n'avait pas beaucoup d'idées ? À mon avis, il n'avait pas beaucoup d'idées. En fait, c'est-à-dire, quand vous dites, est-ce qu'il entretenait ce flou après la libération ? Il y avait beaucoup au procès de Pétain, une des accusations, c'était que Pétain avait laissé tramer un complot contre la République avec les cagoulas, l'extrême droite, les maurassiens, etc. Le jeune de l'oncle. Le jeune de l'oncle, exactement. Mais je ne pense pas que c'était aussi volontaire que ça. Je pense qu'il était très narcissique. Il commençait à se voir comme le sauveur. Il aimait être vu comme quelqu'un plus qu'un soldat, si vous voulez. Et alors, la fameuse phrase de Charles Maurras qui dit « divine surprise » au moment où la République chute, le 10 juillet, et au moment où tous les pouvoirs sont dévolus au maréchal Pétain, on va commencer à parler de la Révolution nationale, cette idéologie, cette nouvelle organisation de la France, cette sortie de la République, divine surprise, prononcée par Maurras. Ce n'est pas l'arrivée des Allemands comme on le croit, c'est une phrase politique. Oui, quoi qu'on pense de Maurras, c'est pas quelqu'un qui aurait voulu la défaite de la France. La divine surprise n'était pas la défaite qui a dû blesser Maurras comme tout le monde, c'était le fait qu'après la défaite, il y avait le sauveur, il y avait Pétain. Donc Pétain était la divine. Et le mot divine est important, c'est-à-dire il est presque un dieu, il y a quelque chose de sacré dans cette image. Enquête de politique. Thomas Legrand. Alors on va écouter Julian Jackson, un premier extrait d'un discours du maréchal Pétain, juste après le 10 juillet, donc juste après sa prise de pouvoir officielle, le 11 juillet 1940. Il donne un petit peu son idée de ce que devrait être l'organisation sociale en France. Nous ferons une France organisée, où la discipline des subordonnés réponde à l'autorité des chefs dans la justice pour tous. Le travail des Français est la ressource suprême de la patrie. Il doit être sacré. Le capitalisme international et le socialisme international qui l'ont exploité et dégradé font également partie de l'avant-guerre. Nous ne souffrirons plus leur ténébreuse alliance. Nous supprimerons dans un ordre nouveau les dissensions dans la cité. Nous ne les admettrons pas à l'intérieur des usines et des fermes. Dans la France refaite, l'argent ne sera que le salaire de l'effort. Pas de chance. Tel est l'ordre que nous voulons instaurer.
Julian Jackson, on a gardé le son brut comme il était. C'est un extrait très politique. Le maréchal Pétain parle d'une troisième voie et d'un ordre nouveau. Oui, tout à fait. S'il y a une idéologie de Vichy, en fait, je pense que le noyau, c'est justement cette idée. Pétain aurait préféré la phrase « redressement national », mais en fin de compte, on l'appelle ça la révolution nationale. Il était un peu moins à l'aise avec « révolution » parce que ça donne une autre image. Mais quand même, redressement ou révolution, c'est national. Mais vous nous disiez, Julian Jackson, vous nous disiez qu'il n'était pas très idéologue. Là, c'est un discours, dès le lendemain de sa prise de pouvoir, très idéologique. Alors, est-ce qu'il est un peu sous l'emprise? Est-ce que quelqu'un tient son stylo? Ou est-ce que ce sont ces phrases vraiment à lui? Quand le nouveau gouvernement s'installe à Vichy au mois de juillet 40, tout le monde qui a des idées sur la Nouvelle-France se rue à Vichy. C'est une petite ville, mais ça devient vraiment le centre de la France. Donc il y a des fascistes, il y a des catholiques sociaux, il y a des technocrates, il y a des républicains un peu conservateurs, il y a des catholiques purs et durs, il y a les maurassiens, les actions françaises. Donc tout le monde veut pousser le nouveau régime parce qu'on pensait qu'il y avait une feuille blanche, on pourrait faire n'importe quoi avec. Et je pense que ce qui en sort, par exemple, les ultras, les fascistes, est-ce que le pétainisme est une variété, par exemple, du fascisme? Ah, ça c'est une grande question. Oui, c'est une grande question. Et je dirais oui, peut-être une variété, mais ça se distingue pour moi du fascisme. Et Pétain lui-même, les gens autour de Pétain ici, l'auraient distingué du fascisme dans ce sens-là, que le fascisme a cette idée d'une partie unique qui mobilise sans cesse la population. On est toujours en guerre, on est toujours... Guerrier, voilà. On a une obsession avec le mouvement, le changement. Je trouve que s'il fallait faire une comparaison entre cette idéologie qui n'est pas cohérente, mais qui surgit autour de toutes ces idées, qu'on peut appeler le pétainisme, je prends que le modèle, s'il y a un modèle, serait plutôt l'État nouveau de Salazar au Portugal. C'est-à-dire une société hiérarchique. Hiérarchique et... autoritaire. Voilà, catholique. Oui, autoritaire, catholique, hiérarchique. Également, on peut penser à l'Espagne de Franco. Donc, c'est pas la même vision que le fascisme de Mussolini ou le nazisme. Mais par exemple, Julian Jackson, en 40, il y a un contexte politique en France. En dehors de la guerre, avant la guerre, 39, 38, 39, 40, il y avait des élections législatives qui étaient prévues, qui n'ont pas eu lieu à cause de l'invasion allemande. Tous les observateurs savaient que c'est le PSF, le Parti social français du colonel de Larocque, qui les aurait sans doute remportés. On a oublié ce petit parti, on a consacré une émission. C'était pas un petit parti, c'était le plus grand parti. Très grand parti. Mais il a duré quelques années. Qui était le Croix du Feu avant, qui devient le PSF. Nous avons consacré en Enquête de politique une émission, donc je renvoie les auditeurs à ce podcast. Donc la France, idéologiquement, était prête à accueillir au moins une majorité et un homme, le colonel de Larocque, qui était très très conservateur. Oui, pas fasciste. Il y a des grands débats entre. Il y a un grand débat, Zef Sternel. On ne va pas rentrer là-dedans, mais très très conservateur. Oui, non, tout à fait. Et en fait, le slogan travail, famille, patrie vient du PSF, le Parti slogan social de Vichy, français, du Parti social français de Larocque. Qui avait 1,5 million de militants à l'époque. Oui, qui était en fait, il n'y a pas eu des élections, mais qui aurait pu peut-être remporter les élections s'il y en avait eu. Donc oui, moi j'hésite à dire que n'importe quelle personne serait l'inspirateur de Pétain, parce que je reviens sur cette idée que dans un sens, il y a quelques idées très simples qui structurent ce qu'on pourrait appeler le pétainisme. Donc l'idée de hiérarchie... Mais c'est un réceptacle. C'est un réceptacle, ça c'est peut-être la phrase. Moi j'avais des feuilles blanches sur lesquelles tout le monde écrit ses idées, mais réceptacle où il y a quand même quelques idées fortes. La troisième voie, c'est très important en fait. C'est ni socialisme, ni capitalisme, ça c'est un peu banal, mais ni démocratie libérale et individualiste, ni le fascisme. On est entre ces choses-là. Ça, c'était l'idée. Ni démocratie libérale, ni individualisme, l'individualisme positif des Lumières, rupture avec les Lumières et rupture avec la République. Et on va écouter un autre extrait d'un discours du maréchal Pétain du 8 juillet 1941. Il s'agit de présenter la nouvelle Constitution. Le régime électoral représentatif, majoritaire, parlementaire, qui vient d'être détruit par la défaite, était condamné depuis longtemps par l'évolution générale et accélérée des esprits et des faits dans la plupart des pays d'Europe.
En France, il donnait tous les signes de l'incohérence. L'inconscience en matière de politique étrangère ajoutait à ces signes un présage de catastrophe. Les problèmes à résoudre découlent les uns des autres. Le premier consiste à remplacer le peuple souverain, exerçant des droits absolus dans l'irresponsabilité totale, par un peuple dont les droits dérivent de ses devoirs. Un peuple n'est pas un nombre déterminé d'individus, arbitrairement comptés au sein du corps social. L'expérience décisive et concluante montre que cette conception n'aurait été qu'un intermède relativement court dans l'histoire de notre pays. Un peuple est une hiérarchie de familles, de professions, de communes, de responsabilités administratives, de familles spirituelles, articulées et fédérées pour former une patrie animée d'un mouvement, d'un idéal, moteur de l'avenir, pour produire à tous les échelons une hiérarchie des hommes qui se sélectionnent par les services rendus à la communauté, dont un petit nombre conseille, quelques-uns commandent et au sommet, un chef qui gouverne. Voilà, donc Julian Jackson, tout est là. La démocratie, la République, les Lumières, tout est enterré en quelques minutes. Et j'ajouterai une autre chose. En fait, les mots-clés, si vous voulez, de ce discours et du pétainisme semblent être autorité, chef, hiérarchie, travail, je ne sais pas s'il a dit travail, mais un mot très important aussi, communauté, la famille, le village, les cellules sociales. Tout le monde fait partie des communautés. C'est une obsession avec la vie rurale, le paysan, la terre qui ne ment pas. Ça, c'est une phrase de Pétain qui a été écrite par quelqu'un d'autre, mais qui résume tout. Emmanuel Berle. Emmanuel Berle, exactement. Mais alors, la terre qui ne ment pas, justement, alors évidemment, il y a un petit écho avec l'actualité. On ne va pas tirer les fils parce que ça serait un petit peu abusé avec l'actualité de ces derniers mois. Mais je voudrais vous faire écouter un autre extrait d'un discours du maréchal Pétain du 20 avril 1941. Il parle des paysans, ça illustre ce terme « la terre ne ment pas » écrit par Emmanuel Berle. Le gouvernement veut donner à la paysannerie la place qui lui a été trop longtemps refusée dans la nation. La corporation paysanne, créée par la loi du 2 décembre 1940, va être progressivement organisée. Elle a pour objet de rassembler toutes les forces rurales françaises. Un nouveau statut social de la paysannerie sera établi. Il donnera progressivement aux travailleurs des champs des avantages comparables en fait à ceux accordés aux travailleurs des villes. C'est la moralité de notre pays qu'il faut relever. La France, nation laborieuse, économe, attachée à la liberté. C'est le paysan qui l'a forgé par son héroïque patience, celui qui assure son équilibre économique et spirituel. C'est pourquoi il faut que le paysan soit hautement honoré. Il constitue, avec le soldat, des garanties essentielles de l'existence et de la sauvegarde du pays. Julian Jackson, on remarque au passage que le mot écologique a été prononcé. J'en profite pour renvoyer nos auditeurs au podcast sur l'agrarisme. Mais alors, les paysans, Pétain, la terre. Julian Jackson. Oui, en fait, cette idée... Déjà, la grande différence entre Pétain en 1940 et De Gaulle, qui sont tous les deux patriotes à leur façon, c'est que Pétain décide de rester en France et De Gaulle s'en va à Londres. Parce que De Gaulle est habité par une, comme il dit, c'est la phrase la plus célèbre, une certaine idée de la France. Il y a une idée de la France. Pour Pétain, je reste en France parce que la France, on ne peut pas avoir une idée qui n'est pas enracinée dans la terre. Charnel, c'est le mot. Oui. Et pour Pétain, sa décision de rester était déjà, dans un sens, un acte idéologique. On ne peut pas défendre la France sans défendre la terre où nous sommes enracinés. C'est un peu ironique parce que Pétain, qui venait d'une famille paysanne du nord de la France, dès qu'il a pu, il a quitté sa famille et quand il a acheté une maison, c'était sur la Côte d'Azur. Donc il n'avait pas vraiment personnellement ses attaches. Mais ça faisait partie de cette idée d'ancrage. Et c'est très intéressant. Après-guerre, quand
la question de la guerre d'Algérie s'est surgie. Beaucoup d'anciens pétainistes se sont ralliés à la cause de l'Algérie du Nord. Pas que des anciens pétainistes, mais oui, beaucoup. Il y a eu d'anciens gaullistes aussi. Et quel est le lien? Et le défenseur de Pétain à son procès, Izorni, qui était très Algérie française, a dit que De Gaulle, qui a accepté l'indépendance de l'Algérie, n'avait pas cette idée de l'importance de la terre, tandis que Pétain n'aurait jamais bradé Algérie parce qu'il croyait que la France est incarnée dans la terre d'Algérie, dans la terre de Bretonne, dans la terre etc. Et donc là où toujours cette idée de la terre qui ne ment pas, comme on avait dit, est très important. Le paysan devient un personnage clé. Et il oppose un peu le paysan au citadin. Il dit le paysan doit avoir les mêmes droits que le citadin, comme si l'un était un petit peu le vrai prolétariat, c'est le paysan. Oui, c'est le paysan qui, comme à Verdun, dans un sens, le poilu héros de Verdun était un paysan qui défendait sa terre. C'est trancher les terres. Et tout ça, ça fait pas partie d'une idéologie très structurée, mais quelques idées forces, quelques images qui sont très importantes. Tous les épisodes d'Enquête de politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr. Et d'ailleurs, sur la page de l'émission, sur le site de France Inter, vous pouvez nous laisser un message, par exemple, pour nous suggérer un isme pour une prochaine émission. On retrouve l'historien Julian Jackson. Alors on continue d'explorer l'idéologie pétainiste, si elle existe. En tout cas, elle est assez nébuleuse, mais on s'y plonge avec Julian Jackson. Et je voudrais vous faire écouter maintenant, Julian, André de Maison. C'est un écrivain qui a été en charge de Radio Nationale, une des radios pétainistes. Il y avait Radio Vichy, Radio Paris et Radio Nationale. Et il explique, alors là on est en 1942, le maréchal Pétain est un petit peu moins populaire, c'est un peu plus compliqué. Écoutez, André de Maison, donc, il explique finalement aux Français qu'il faut se désintéresser de la politique, que le maréchal s'en charge. État français, radiodiffusion nationale. Je vous disais un soir que la présence du maréchal à la tête de l'État avait ceci d'avantageux, qu'il s'était chargé de la politique générale de la France, de telle sorte que nous avions maintenant des loisirs pour travailler à faire une meilleure patrie pour un meilleur peuple, digne d'une meilleure humanité. Voilà, c'est assez pratique. Hein. Oui. Finalement, on est en 42, la politique du maréchal Pétain, ça tourne mal. Alors, ne vous inquiétez pas, il s'occupe de tout. Oui, tout à fait. En fait, ça commence à tourner mal l'année précédente. En fait, Pétain fait un discours très connu en août 41, où il parle du mauvais vent qui souffle en France. Et c'était après les premiers attentats communistes résistants, etc. En fait, il faut distinguer entre la popularité de Pétain en personne et la popularité au nom du régime, entre le maréchalisme et le pétainisme. Et le maréchalisme, cette idée d'accrocher au sauveur qui était Pétain. Il reste dans un sens intact, mais ça veut dire que les idées de la révolution nationale sont moins acceptées parce qu'en fait, ça rompt avec toute une tradition républicaine en France, quand même. Alors écoutez cet argument toujours de André de Maison pour dire aux Français, soyez patients et faites confiance au maréchal. Je vous parlerai de l'écart si néfaste qui a souvent existé en France entre le sentiment populaire et la raison d'État. Pour le moment, je soumettrai bien posément à votre réflexion cette pensée qu'à de nombreuses époques de notre histoire, le sentiment populaire fut contre la raison d'État. Or, qui dit raison d'État écarte résolument les données sentimentales. Les sentiments humains sont passagers, sujets à des poussées fébriles. La raison d'État, elle, porte non pas sur des mois ni même sur des années, mais sur un quart de siècle et même sur un siècle entier. Aussi, qui de nous n'est pas porté souvent à déplorer la facilité qu'ont certains Français de vouloir juger les événements sur des données éminemment passagères et totalement étrangers à notre destin. Un exemple, le traité de Versailles a appauvri la France et l'Allemagne, mais l'alliance israélite en 1918 n'a pas oublié de fonder, écoutez bien, un comité pour la sauvegarde des intérêts israélites
dans la rédaction et l'exploitation économique et financière du traité de Versailles et autres traités. Vous avez bien entendu la différence qu'il y a entre les intérêts de clan et les intérêts nationaux. Nous aurons plus de profit à nous laisser guider tous ensemble par un homme désintéressé comme le maréchal, plutôt qu'en obéissant à des injonctions extérieures. Là, Julian Jackson, André de Maison explique aux Français, bien sûr, il y a le statut des Juifs, bien sûr, on persécute un peu les Juifs, mais c'est dans une perspective de long terme, faites confiance au maréchal. Oui, en fait, je pense qu'il y a deux idées dans cet extrait. On peut parler des Juifs dans un moment, mais l'autre chose, c'est la raison d'État. Oui. Ça me fait penser un peu aux idées de Charles Maurras autour de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte le plus? L'innocence ou pas d'un officier juif ou la réputation de l'armée de l'État. Et donc, toute l'affaire Dreyfus, pour beaucoup de anti-Dreyfusards, tourne autour de cette idée. Maurras a même écrit un article où il a défendu le faux qui a été fait par Henri pendant l'affaire Dreyfus, parce qu'il a dit que c'était un faux patriotique. Parce que dans un sens, il fallait à tout prix défendre l'État, l'autorité, la stabilité, l'armée, l'Église. Et la vérité passe au second plan. La vérité et la conscience individuelle aussi passent au deuxième plan. Donc c'est moins important que l'autorité, que le groupe, que la communauté. Oui. On est encore dans la fin de l'individualisme et dans une vision communautariste, holistique. Oui, tout à fait. Non, ces mots sont très importants. Cette idéologie ou ces idées pétainistes sont à l'opposé de l'individualisme républicain, on peut dire. En fait. Mais la deuxième chose, on parlait des Israélites, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire, c'était une façon, dans le vocabulaire de l'époque, de distinguer entre les Juifs français et les Juifs étrangers. Donc, les Israélites voulaient dire les familles juives françaises. Donc, le mot était... On utilisait les deux mots pour des choses différentes. Mais, un autre aspect du pétainisme, on a parlé de l'hierarchie, l'autorité, chef, racine, travail, famille, toutes ces choses-là. Mais il y a également l'exclusion. Il y a l'ennemi, les ennemis, l'anti-France. Le bouc émissaire. Les boucs émissaires et l'anti-France, c'est-à-dire les ennemis de la France. Je ne dis pas que ça vient de Maurras, mais Maurras avait lui-même théorisé cette idée qu'il y avait les 4 États confédérés qui sabotaient la France, les protestants, les juifs, les francs-maçons et les métèques. Je ne dis pas que Vichy a repris ces 4 catégories, mais Vichy a repris, le pétainisme a repris cette idée que la France, la défaite, tous les problèmes de la République venaient justement des ennemis de l'intérieur. Pour la personne qui est devenue la commissaire aux questions juives de Vichy, Xavier Vallat, les Juifs français, même ces Israélites dont on a parlé, ne pouvaient pas être vraiment des bons Français. Ils étaient donc, on a créé le statut des Juifs en octobre 1940, sans pression de la part des Allemands, pas pour exterminer, c'était pas une question, mais de combattre les ennemis de l'intérieur. Donc pour moi, l'exclusion, la désignation d'un ennemi intérieur fait partie de cette idée de l'ordre nouveau, de la révolution nationale, etc. Oui, c'est essentiel. Si ce régime, et c'est un grand si, a protégé qui que ce soit, depuis le début, cette idée qu'il fallait exclure les ennemis de l'intérieur, dont les Juifs, faisait partie de la code génétique de Vichy, depuis le début. De Vichy et du pétainisme. Un autre aspect du pétainisme que je voulais vous faire commenter, c'est l'aspect de la rédemption. Et on l'entend bien dans cet extrait que je vais vous faire entendre d'un discours du maréchal Pétain qui date de décembre 1940 à la jeunesse. L'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés a détendu leurs énergies, amolli leur courage, et les a conduits par les chemins fleuris du plaisir à la pire catastrophe de notre histoire. Pour vous, engagés dès le jeune âge dans des sentiers abrupts, vous apprendrez à préférer au plaisir facile les joies des difficultés surmontées. Comprenez bien, mes jeunes amis, que cet individualisme dont nous nous vantions comme d'un privilège est à l'origine des maux
dont nous avons failli périr. La préface nécessaire à toute reconstruction, c'est d'éliminer l'individualisme destructeur. Destructeur de la famille, du travail, à l'encontre duquel il proclame le droit à la paresse. Destructeur de la patrie. Seul le don de soi donne son sens à la vie individuelle. L'individualisme tourne inévitablement à l'anarchie. Oui, jeune Français, puisse le printemps de votre jeunesse s'épanouir bientôt dans le printemps de la France ressuscitée. Ça va ? J'ai articulé aujourd'hui. Voilà, donc le maréchal Pétain, lors d'un enregistrement de cette adresse à la jeunesse, donc là c'est vraiment l'idéologie républicaine qui est fustigée, et ça rappelle une autre phrase, il y a des phrases célèbres, « Je hais ces mensonges qui nous ont fait tant de mal », là on parle du monde d'avant qu'il faut éliminer. Oui, il y a toujours un monde d'avant et un monde maintenant, c'est-à-dire c'est la gueuse, la République, qui est le mot qui est répété plusieurs fois dans ce petit extrait, et presque dans tous les extraits qu'on a entendus, c'est le mot individualisme. C'est-à-dire qu'il faut être parti de... Je reviens toujours sur communauté contre l'individualisme. Mais il y a une obsession dans le pétainisme avec le paysan, avec la femme au foyer, avec la famille et avec la jeunesse. Mais c'est pas... On ne veut pas mobiliser la jeunesse comme les fascistes, parce que pour moi, c'est toujours intéressant de distinguer, de voir en quoi le pétainisme est différent du fascisme. Mais tous les deux partagent cette idée que c'est par la jeunesse, il faut les chantiers de la jeunesse, les compagnons de la jeunesse. Il y a la régénération. La régénération. Il y a dans cet extrait, il y a justement la notion de rédemption. Il y a vraiment un vocabulaire chrétien, en fait. Oui. Vos parents ont fauté. Oui, tout à fait. Et dans le Front populaire, l'oisiveté, les vacances. Dans son premier discours du 17 juin, Pétain parle de l'esprit de jouissance. Et ça me semble très important. On était contre l'alcool, contre le Pernod, contre toutes ces choses qui avaient, dans un sens, pourri les Français. Esprit de jouissance, c'est un peu ce qui est ciblé là. C'est en partie un manque de discipline parmi les jeunes, mais également toute la politique de loisirs du Front populaire. Nous sommes toujours avec l'historien Julian Jackson et nous explorons les ismes du pétainisme. Quelle idéologie était appliquée par le régime de Vichy entre 1940 et 1944 ? Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Alors évidemment, travail, famille, patrie, c'est le triptyque qui remplace liberté, égalité, fraternité et qui dessine une idéologie là aussi. Encore un extrait d'un discours qui date du 19 août 1941. Le maréchal Pétain développe un petit peu ces trois notions. Je veux la réforme morale. Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles, la vertu, dont j'ose dire le nom démodé. La patrie, la discipline, la famille et ses mœurs, la fierté, le droit et le devoir du travail. J'ai ressenti plus amèrement peut-être que tout autre la tristesse de l'abaissement de la patrie. Mais je connais aussi la possibilité des réactions de salut. Travail, famille, patrie. Je retiendrai un mot que j'aimerais bien vous entendre commenter, Julian Jackson. Je voudrais donner aux Français le réconfort des certitudes éternelles. Il parle de la foi. Il faudrait que la France redevienne chrétienne. Il ne le dit pas comme ça, là, mais les certitudes éternelles. Oui, le régime de Vichy est soutenu par l'Église catholique, mais dans les discours de Pétain, il n'y a pas des références très directes, très souvent à l'Église. Mais non, là, c'est tangentiel. Il y a un parfum, en fait, rédemption, toutes ces idées. Chaque fois que on a maintenant entendu
plusieurs extraits, il y a toujours ces mêmes mots qui reviennent. Pour moi, je veux insister que quelques idées clés, c'est pas structuré, c'est un parfum, c'est une sensibilité. On a du mal à saisir, mais on voit bien l'esprit. Non, il y a quelque chose qui existe. Non, je dis pas que ça n'existe pas. Mais dans toutes ces idées, il y a tellement de courants de la politique française avant-guerre. Par exemple, l'idée d'autorité, de chef, c'est une idée qui peut être partagée, par exemple, par quelques républicains. Par le général de Gaulle. Par le général de Gaulle, par exemple, mais par d'autres personnes des années 30. L'idée de famille, c'est pas forcément une idée de droite. L'idée de lutter contre la dénatalité, qui était très important à Vichy, mais c'était très important également dans l'entre-deux-guerres. Et donc, ce qui est fascinant dans le pétainisme, c'est que ça puise dans beaucoup de traditions françaises. Même l'idée de patrie, d'ailleurs, parce que l'idée de patrie, c'est pas une idée le patriotisme. Oui, tout à fait. Le patriotisme, c'est pas une idée de droite ni une idée de gauche, mais quand même, c'est un patriotisme qui est un peu renoncé. Le pétainisme, c'est un peu un repli sur la nation. C'est comme si on veut sortir de la guerre. Et je pense que cette idée est très importante. Et je reviens à quelque chose que j'ai dit au début, c'est le pacifisme patriotique ou le patriotisme pacifique. C'est-à-dire, on ne veut pas faire la guerre. C'est une sorte d'ultra-conservatisme planqué. Et pessimiste. Pessimiste. Le gaullisme est toujours optimiste. Le gaullisme voit le monde extérieur. Oui. Je pense que le pétainisme, c'est la France recroquevillée sur elle-même. C'est un nombriliste presque. On imagine que le monde extérieur n'existe pas. On est entre soi, etc. C'est un peu pétochard. Exactement. Et pour moi, si c'est une idéologie pessimiste de repli. Alors, Julian Jackson, je voudrais vous faire écouter un petit extrait d'une interview de Patrick Buisson, qui est décédé maintenant, mais qui était un idéologue d'extrême droite, et qui a écrit un livre étonnant sur l'érotisme à Vichy. Et je voudrais faire un peu de psychanalyse avec vous, de psychanalyse historique. Je ne sais pas si on peut demander ça à un historien. Oui. En tout cas, je le fais. Écoutez ce que dit Patrick Buisson sur le régime de Vichy et sur le maréchal Pétain. Vous relatez de manière assez passionnante que l'homme qui, entre guillemets, a sauvé la France et à qui il a fait don de sa personne, le maréchal Pétain, est présenté justement comme une sorte, je dirais, d'apogée de la virilité, de la séduction. Cette espèce de vieillard devient finalement le plus sexy de tous les Français. Ce qui est frappant, c'est de voir que tout ce régime, dans sa propagande et son imagerie, est ordonné autour de l'image phallique. La canne du maréchal, qui devient un objet fétichiste de culte. On inaugure un chêne dans la forêt de Tronçais, qui est le chêne du maréchal, et toute cette imagerie renvoie effectivement à l'homme qui est censé incarner le redressement. Le problème, c'est que pour incarner l'ordre moral, il s'est marié à 64 ans avec une divorcée, il n'a pas d'enfant, et tout le monde sait que c'est un vieux libertin, alors que le conservateur, le traditionnaliste, le maurassien, c'est De Gaulle. Et l'ordre moral va devoir se faire avec ceux que les propagandistes appellent le maréchal Christ, mais dont la 16 manque singulièrement d'assises. Voilà, Patrick Buisson, interrogé par Olivier Barraud. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julian Jackson ? Oui, il a tout à fait raison de dire qu'au même temps, même si Pétain parle tout le temps de la famille, il y a une autre idée qui est là, en fait, un peu viriliste, on peut dire, en fait. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Pétain est un vieux coureur de femmes. Ça fait un peu partie de la mythologie de Pétain. Oui, un homme doit être un homme, une femme doit être une femme. Et même si je pense qu'il s'amuse avec un peu Buisson quand il parle des symboles phalliques, en fait, ça c'est peut-être aller un peu trop loin. Je pense pas que le francisque, moi personnellement je vois pas. Mais bon, ça dit peut-être plus de choses sur Buisson que sur Pétain finalement. Oui. Non, mais oui, mais quand même c'est parce que quand il y a une famille, il y a l'homme qui doit être un vrai homme, pas dévirilisé. Oui. Et pour Vichy, une autre idée, c'est que la République a un peu dévirilisé les hommes. Donc c'est sous-entendu en fait. C'est une vision très traditionnaliste de la famille. Parmi les noms qui tenaient la vedette, certains d'entre eux se sont bien rapetissés. D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils s'étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux boches, par calcul ou stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais Français.
pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste afin de sauvegarder ses petits intérêts. Et ils se sont mis à grands coups de Vichy au régime collaborationniste. Bien sûr maintenant ça devient gênant, car tout de même ces saletés-là, quoi qu'on puisse dire, ça ne s'oublie pas. Alors maintenant, Julian Jackson, je voudrais vous faire écouter des extraits qui datent d'après la guerre, le pétainisme après la guerre. Le pétainisme après la guerre, on n'en parle plus. Bon, il y a le procès Pétain, votre livre y est consacré, mais dans les années 50, 60, ça disparaît plus tôt, ça revient un petit peu, sans le dire, par le biais de l'Algérie française et de l'OAS, par exemple, mais quand même, Jean-Marie Le Pen, en 2014, il le disait bien avant, mais en 2014, c'est la date de cet extrait, défend non pas l'idéologie pétainiste, mais la posture pétainiste nécessaire, selon lui, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, je crois que Vichy a fait ce qu'il pouvait pour essayer de défendre les Français contre un horrible malheur qui venait de se produire. Donc finalement, les descendants politiques, parce qu'on peut dire que Jean-Marie Le Pen est un descendant politique, il le dit lui-même dans son livre, du maréchal Pétain, essayent de désidéologiser tout ça. Le pétainisme, c'était simplement une opération de sauvegarde. Oui, non, c'était une idée très répandue après la guerre, en fait. Et beaucoup de gens pensaient que Pétain était le bouclier. Ça, c'était le mot qui était utilisé au procès. Le glaive, général de Gaulle. De Gaulle, l'épée, le glaive, et Pétain, le bouclier. Pétain qui s'est sacrifié pour la France. Je fais à la France le don de ma personne. Presque un personnage christique, avec une couronne d'épines. Toutes ces phrases sont sorties au procès. C'est-à-dire qu'il a fait ça parce qu'il était le grand-père, le sauveur, le protecteur d'un pays qui avait été traumatisé par ce qui s'est passé en juin 40. Donc oui, ça fait partie de la mythologie Pétain qui reste très ancrée dans la France après-guerre. Alors, on ne va pas repasser l'extrait d'Éric Zemmour qui minimise le rôle de Pétain sur les Juifs, mais disons que le Front National et le Rassemblement National de Marine Le Pen ne reprend plus du tout l'imagerie pétainiste, se dit même gaulliste, mais le pétainisme a un autre rôle maintenant dans notre débat politique, et je voudrais vous faire écouter ce petit extrait du discours de Nicolas Sarkozy le 3 mai 2007, c'était donc pendant la campagne présidentielle qui amènera Nicolas Sarkozy au pouvoir. Écoutez. Je veux pouvoir critiquer mai 68 sans être traité un comble de pétainiste. Je veux pouvoir parler au peuple de France. Il nous reste 2 jours pour que notre famille unie se tourne vers la majorité silencieuse. 2 jours. Je veux pouvoir parler de mai 68, je veux pouvoir critiquer mai 68, un petit peu comme le maréchal Pétain critiquait le Front populaire, sans être traité de pétainiste. C'est étonnant qu'il ait besoin d'aller chercher cette référence, Nicolas Sarkozy, en 2007. Oui, il veut réhabiliter quelques valeurs qui étaient attaquées en 68, et donc pour le dédouaner, il veut dire aussi que ce sont pas on n'est pas forcément de pétainistes. C'est intéressant parce que ça montre que quelques-unes de ces valeurs dont on a parlé, famille, prenons famille par exemple, on peut être pour la famille sans être pétainiste, mais je crois que ça montre en fait que quelques-unes de ces idées ont été peut-être discréditées à cause justement de leur appartenance à Vichy. Alors ça, c'est une interprétation plutôt positive. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une autre interprétation? Il reste quelques morceaux de pétainisme en France. En envoyant ce mot-là, on envoie un petit message. N'ayez pas honte d'être conservateur. C'était peut-être un message aux anciens pétainistes, je sais, nostalgique, etc. Mais pour moi, quand vous avez utilisé cette phrase, il y a quelques morceaux de pétainisme dans la France actuelle. Mais bien entendu, parce que tout ce que j'avais essayé de montrer, c'est que le pétainisme, c'est une espèce de bricolage de beaucoup d'idées qui étaient partout. Et des idées qui n'étaient pas forcément de droite, mais qui étaient assemblées autour de Pétain pour faire
une espèce d'idée. On prend la famille. La famille n'est pas forcément une idée de droite. La terre n'est pas forcément une idée de droite. Donc, tous ces morceaux dont vous dites font partie de cette idéologie, de cette... idéologie, c'est trop fort, de cette pensée floue, nébuleuse, c'est peut-être le bon mot. Alors, est-ce que je peux vous demander... Je ne sais pas si c'était un clin d'œil de la part de Sarkozy, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Est-ce que je peux vous demander si aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui essaye de rassembler des idées un peu éparses, peut-être même quelquefois venues de la gauche, et de les mettre dans un grand woke. Alors woke, la casserole, hein, parce que le mot a beaucoup de sens aujourd'hui, pour mélanger tout ça et pour faire une offre politique un peu nouvelle. C'est une question orientée, je l'avoue. Je pense que si on prend beaucoup des idées de ce qu'on avait décrit dans cette émission se retrouvent pour moi dans l'idéologie du Rassemblement national. Cet exemple me semble à 100% pétainiste. J'ai entendu un homme politique français, en fait, une femme politique française, mais je crois que des hommes ont dit la même chose, que le footballeur français Benzema était un Français de papier. Ça, c'est à 100% pétainiste. C'est quoi un Français de papier? C'est comme si on avait dit de Marc Bloch, le grand historien juif, qu'il était, pour Vichy, il était en Français de papier. Cette phrase, Français de papier, il me semble, a été inventée par l'idéologue antisémite de la fin du XIXe siècle, Édouard Drummond, contre les Juifs. Et maintenant, le fait que on peut dire ça, montre pour moi qu'un morceau, vous avez dit des morceaux de pétainisme, pour moi ça, c'est un morceau de cette nébuleuse qui est le pétainisme, cette idée qu'il y a des vrais Français et des non-Français qui ne sont pas des vrais Français. Et pour moi, ça c'est à 100% pétainiste. Merci Julian Jackson. Je vous rappelle le titre du livre de Julian Jackson, Le procès Pétain, Vichy face à ses juges, aux éditions du Seuil. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale et à Maxime Goudard qui était à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Isme à explorer. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.